Bonjour à tous les quatre. Merci d'avoir accepté l'invitation de la tribune pour ce nouveau Space Forum. Alors posons un petit peu le décor. D'un côté, un continent qui veut conquérir les étoiles. De l'autre, des jeunes acteurs industriels qui veulent séduire ces nouvelles nations du spatial, sans oublier bien sûr des entités plus confirmées comme Airbus, qui gardent un œil sur ce nouveau marché. Comment l'Afrique peut-elle devenir le nouvel Eldorado de la filière spatiale française et comment ce continent en plein essor peut-il muscler ses compétences en la matière? On y répond tout de suite avec vous quatre. Je vais commencer avec vous, Maram Ker. Donc, la création d'une agence spatiale en mars 2023 pour le Sénégal, dont vous êtes le président. Le lancement d'un premier satellite cet été. Comment expliquer que le Sénégal accélère sur le spatial? Qu'est-ce qui a motivé ce pays à investir en la matière? Merci infiniment pour ce choix porté sur ma personne, c'est-à-dire sauter 2 personnes et commencer par moi. C'est toujours un bizutage. Alors, non, c'est un plaisir d'être ici et de répondre à ces questions. Je pense que c'est une volonté politique de mieux structurer aujourd'hui l'utilisation qui se fait du secteur spatial. Il faut le rappeler, en fait, le Sénégal a une très longue tradition avec l'utilisation du spatial et qui n'est pas très bien connu du grand public. Je rappelle que la station terrienne de Gandoul a aidé les missions STS de la NASA de 1981 jusqu'à la fin des années 90. Et ça s'est fait avec l'utilisation d'une antenne qui était installée depuis les années 70 au Sénégal, qui a permis de former plutôt la première génération de techniciens et d'ingénieurs en télécommunications du continent africain. Et de l'autre côté, il y a beaucoup d'usages qui sont faits pour le suivi climatique et grâce à l'utilisation des satellites, mais dont on ne parle pas souvent. Et donc, avec l'arrivée du numérique, il y a beaucoup de structures qui se sont mises à développer des plateformes en utilisant les données géospatiales. Il fallait à un moment donné structurer les choses, donner un cadre institutionnel beaucoup plus coordonné. Et c'est ce qui a poussé certainement le chef de l'État à créer au mois de mars dernier l'Agence sénégalaise d'études spatiales, donc qui a pour mission d'assurer la coordination de tout le secteur spatial sénégalais, mais d'aider en tout cas à une meilleure synergie entre les différentes structures qui utilisent donc le spatial depuis un moment. Et au final, on s'est retrouvé dès la création avec 16 points de mission dans le décret de création, mais que nous pouvons résumer en 5 points, donc c'est une petite étoile à 5 branches. Il s'agit de mettre en place la politique et la stratégie nationale. Si nous voulons aller loin dans ce secteur spatial, il faut que nous soyons cohérents et la vision politique puisse être traduite à travers une politique et une stratégie. Il y a les infrastructures à mettre en place, que ce soit dans le cadre des programmes spatiaux, que ce soit dans le cadre des infrastructures au sol, qu'il faut bien entendu construire. Donc on a cette mission de mettre en place ces infrastructures. Il y a la formation, donc des ressources humaines. Il faut faire monter en compétences. On en parlera dans quelques instants de la formation. Oui, on reviendra sur cet aspect. Donc, former les ressources humaines. Il y a la space diplomatie, parce que quand aujourd'hui vous vous lancez dans le spatial, c'est un secteur qui est extrêmement coopératif, collaboratif, et nous n'avons pas l'ambition de faire les choses seuls. On y va avec des partenaires, et ça se fait à l'international. Donc, le Sénégal participe aujourd'hui à beaucoup de programmes comme l'UNOSA, le COPIOS et autres. Nous avons cette volonté de renforcer la position au niveau international donc du Sénégal grâce à la mission de l'Agence spatiale. Et pour finir sur ces missions, l'animation et le développement d'un écosystème. Aujourd'hui, le spatial, pour nous, ce n'est pas juste un luxe, c'est une vocation que nous avons d'en faire un levier de croissance économique. C'est une économie qui doit se mettre en place. Et par rapport à ça, il y a tout un écosystème à mettre en place, à animer. Et ça passe par non seulement le développement de ces startups, mais également une bonne communication.
pour faire comprendre aux populations, parce que ça également c'est un aspect qui est extrêmement critique et extrêmement important, faire comprendre aux populations que si un pays en voie de développement comme le Sénégal se lance dans le spatial, ce n'est pas de l'argent qu'on jette à la fenêtre, mais c'est au contraire pour apporter des réponses immédiates aux besoins de ces populations et aux priorités de développement qu'on se fixe, que ce soit dans notre plan de développement national, le plan Sénégal émergent, aujourd'hui le programme Jubel Jubanti avec le nouveau gouvernement qui est mis en place, mais également qui vient s'adosser à l'agenda 2063 du continent africain et au final aux objectifs de développement durable. Donc c'est cet environnement qui a fait qu'il y ait cette prise de conscience au niveau national, qu'il fallait que le spatial soit mieux structuré à travers donc, la coordination d'une agence. Mais derrière, c'est pour rejoindre également une ambition africaine, et on reviendra sur ça un peu plus tard, le continent africain qui a pris conscience que le spatial n'est plus réservé qu'aux autres, que le spatial ne coûte plus aussi cher qu'on le disait il y a un temps, mais que le spatial n'est pas du tout détaché à nos priorités. Et je rappelais souvent dans des interventions passées que quand on regarde la carte des pays aujourd'hui qui sont les plus avancés dans l'atteinte des objectifs de développement durable, c'est des pays qui ont énormément misé sur le spatial. En Afrique, on a toujours pensé que c'était pour les autres. Et quand il s'agit de développement maintenant par rapport à la santé, l'éducation, l'agriculture et autres, on se demande pourquoi on est en retard. Mais c'est parce qu'on a laissé peut-être un segment qui est critique, c'est le spatial, et cette prise de conscience se fait. Le Sénégal a fait cette prise de conscience, et ce qui amène à la création de l'ASES depuis 1 an et demi. Merci beaucoup pour cet éclairage, Mme Kerr. Même question un petit peu pour vous, Yahya Sylla. Je rappelle, vous êtes président de SA Analytics. Comme le disait votre voisin, on est au début de l'histoire africaine dans le spatial. Une poignée de satellites mis en orbite, quelques nations qui ont une agence similaire à celle du Sénégal. Vous, en tant qu'industriel ivoirien, quel regard vous portez justement sur cette émergence et justement cette accélération du spatial sur le continent? Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être ici ce matin. Et donc, la question, je pense que Maran vient de donner une introduction. Et donc, le spatial en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire, donc je peux dire que c'est répondre à plusieurs problématiques. Et donc des problématiques d'ordre sécuritaire, des problématiques de connaissance de... Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Donc je disais que c'est pour répondre à plusieurs problématiques. Déjà, nous, intégrer dans nos priorités, nous avons intégré le spatial dès le début, car le spatial, en fait, en plus des activités de SA Analytique International, qui est basée uniquement que sur l'analyse des données, l'intelligence artificielle et la cybersécurité, nous avons intégré le spatial. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs problématiques dont les attentes sont très très fortes, et notamment la lutte contre la pêche illégale, la connaissance du territoire, la protection du territoire. Et tout ceci amène justement à pouvoir se lancer dans cet élan vers une nouvelle technologie qui est vraiment le spatial. Et donc, en plus de cela, l'aventure spatiale, c'est déjà disposer des informations dont nous avons besoin pour prendre les décisions les plus opportunes à plusieurs niveaux. Et les niveaux, notamment au niveau du développement économique, l'agriculture en est un point, et aussi et surtout l'éducation. Et donc aujourd'hui, le spatial, il y a un engouement, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. On a vu récemment la création de l'agence spatiale sénégalaise. Et le gouvernement ivoirien n'est pas sans reste. Et donc, l'agence spatiale ivoirienne est en cours de mise en route. Et donc, et tout cela avec l'intérêt et l'écosystème
et conjointe en appelant le secteur privé que nous sommes en tant qu'industriels et techniciens. Nous apportons notre élément dans cet écosystème pour justement amener des réponses aux questions posées par l'État, surtout dans le plan de Côte d'Ivoire 2025-2030. L'apport des technologies du spatial est vraiment prioritaire dans ce plan. C'est bon? Je croyais que vous vouliez rajouter quelque chose, pardon. Non, j'étais en train de parler de ce point. Donc, je voulais dire aussi, et surtout, le spatial, c'est enfin pouvoir planifier notre développement, y compris urbain. Donc, il y a tout ce qui concerne les villes durables. Il y a tout ce qui concerne les problématiques d'assainissement qui sont prises en compte. Et donc, le spatial, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est une nouvelle technologie qui va justement apporter des éléments de décision au niveau de l'État. Et donc, je suis d'accord avec Maham, ce n'est pas seulement de l'argent jeté par la fenêtre, mais c'est surtout participer au développement économique du pays. Bon, c'est très intéressant ce que vous dites tous les deux. Au final, voilà, vous dites c'est pas un luxe, le spatial, c'est primordial pour assurer votre développement sur la question de la sécurité, la pêche illégale, le développement du territoire, tout ce qui est en lien avec l'environnement. Justement, on va maintenant exposer un petit peu les solutions. Tout d'abord avec vous, Philippe Pham. Je le rappelle, vous êtes responsable des systèmes télécom et navigation pour Airbus Defence and Space. En termes d'activité, aujourd'hui, que représente le continent africain pour ADS sur le volet spatial et quels sont les pays que vous voyez émerger dans votre radar? Bon, il y en a deux à côté de vous, mais est-ce que vous voyez d'autres signaux faibles ou plus forts justement sur cette effervescence qui concerne le continent africain au niveau du spatial? Oui, clairement, un signal fort, très fort. Historiquement, on a une tradition avec l'Afrique, en tout cas Airbus Defence and Space, que ce soit dans le domaine des télécommunications ou dans le domaine de l'observation de la Terre. On a eu plusieurs programmes avec l'Égypte, Algérie, Maroc, Nigeria. Je compte notre filiale SSTL qui est en Angleterre aussi, qui fait des petits satellites d'observation de la Terre. Donc une tradition, à la fois sur la partie satellite et télécommunications et observation de la Terre, un peu dual défense, mais aussi dans le domaine, parce que j'ai pas mal travaillé dans l'observation de la Terre, dans le domaine de l'imagerie satellitaire, historiquement aussi, et SpotImage, puis Airbus Intelligence, a un réseau très important en Afrique d'utilisateurs avec des stations de réception, avec un réseau de clients institutionnels très important, justement, pour acquérir, utiliser, distribuer en interne dans chacun des pays les données d'observation de la Terre, en particulier optique, mais pas que. Donc une tradition très importante. Je vois aussi effectivement une émergence de demandes et d'intérêts beaucoup plus grands, avec la création des agences nationales, mais aussi de l'Agence spatiale africaine, avec beaucoup d'intérêt d'un certain nombre de pays. J'ai en particulier pas mal travaillé avec l'Angola ou avec quelques autres pays comme le Nigeria. Donc on voit l'émergence effectivement de plus en plus d'intérêts et de demandes. Ça a été, je dirais, abordé par mes deux collègues. En fait, on peut commencer directement effectivement par l'aval. Besoin de données, besoin d'applications. On a parlé de l'agriculture, les télécommunications. C'est franchir, je dirais, un saut technologique et d'utilisation dans les grands domaines de l'observation de la Terre et des télécommunications pour donner accès au plus grand nombre aux télécoms. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un tiers de la population seulement qui est connectée ou qui est connectée à des accès broadband. Et sur l'observation de la Terre, bien sûr, le continent africain a besoin d'énormément de data pour, on l'a dit, la sécurité, l'agriculture, surveillance maritime, surveillance des frontières et toutes ces grandes applications. Donc un grand dynamisme. Je pense que dans le domaine de la formation et dans le domaine des partenariats, puisque comme vous l'avez souligné, ce sont des initiatives internationales où on est plus fort à plusieurs, où on se complète, où on s'entraide et où on va de l'avant. Je pense qu'il faut effectivement se regrouper et ça s'amène au nouveau
partenariat, business model et cas d'utilisation qu'il nous faut trouver ensemble. Enfin, je trouve que le continent africain, si je mets le Moyen-Orient un peu de côté, puisque bon, les Émirats arabes unis ou quelques autres pays du Moyen-Orient sont déjà là et très très dynamiques, l'Afrique pour moi est le prochain continent, enfin le continent qui a des velléités très dynamiques, beaucoup plus par exemple que ce que je peux observer en Amérique du Sud ou dans certaines autres régions du monde. Juste une petite question rebond, c'est-à-dire que est-ce que le Moyen-Orient a un petit peu connu connu la même histoire que l'Afrique, c'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience de l'intérêt et ça s'est développé. Maintenant, vous parlez d'un marché dynamique et c'est un petit peu ce qui pourrait se reproduire en Afrique où on est sur des marchés assez différents. Des acteurs probablement qui ont un levier financier plus grand au Moyen-Orient et de ce fait s'y sont intéressés peut-être un tout petit peu plus tôt et commencent à être relativement autonomes, en particulier les UAE. Mais l'Afrique peut suivre de très près en prenant ses propres initiatives pour ses propres besoins et avoir une approche qui lui est propre. Et je pense qu'avec plus de 50 pays, je crois qu'il y a 53 ou 56 pays en Afrique, il y a vraiment le levier nécessaire et la capacité et l'envie pour le faire. Merci beaucoup. J'aimerais conclure ce tour de table introductif avec vous, Olivier Pieps. Je le rappelle, vous êtes le CEO de Prométhée. Vous êtes né il y a seulement 4 ans, vous allez vite. Un certain journaliste qu'on connaît bien tous les deux vous présente comme le dragster du New Space. Vous êtes né avec cette volonté d'aller très vite à l'international avec une équipe dédiée. On en parlait tous les deux quand on préparait cet échange. Pourquoi ce focus sur l'international et particulièrement l'Afrique, avec qui vous avez développé des collaborations? On reviendra un peu plus tard sur ces collaborations dans la table ronde. Mais voilà, pour vous, que représente l'Afrique dans votre plan de montée en puissance? Merci. Donc je vais commencer par évoquer le fait que je pense que cette table ronde est extrêmement symbolique et qu'elle contient un peu les clés du succès du spatial africain. Je tiens à souligner qu'on a à la même table, on est évidemment les grands industriels français, mais je vais parler des Africains, on a une volonté de l'État forte, une vision de l'État, une vision où il y a une ambition et une ambition de souveraineté qui se traduit par la naissance d'une agence spatiale en mettant des gens extrêmement calés à leur tête, qui sont reconnus, qui ont une très grande expérience. C'est important. Mais à côté de ça, on a des industriels qui montent très vite, qui sont des tiers de confiance dans ces pays, en fait, qui gèrent déjà aujourd'hui les grandes problématiques de sécurité, cybersécurité frontière, et qui veulent jouer un rôle dans la montée en puissance de leur pays vers cette souveraineté. Et ce point me paraît extrêmement important, c'est-à-dire que l'Afrique n'a pas envie d'acheter des produits aujourd'hui. L'Afrique veut être capable de créer son propre écosystème à terme et assez rapidement, où elle va maîtriser en fait les grands défis qui sont devant elle. On ne va pas tous les citer, mais c'est la sécurité, la pêche illégale, la biodiversité. Encore, moi, je rappelle quand même qu'au niveau du dérèglement climatique, il y a très peu de responsabilités industriels du continent africain, mais ce sont les premiers à subir en fait les dégâts de cette problématique. Et donc cette souveraineté, cette volonté de prendre leur destin en main et de grandir, il faut ce duo décision politique, agence spatiale et des industriels, je dirais courageux, visionnaires, qui veulent faire avancer leur pays. Alors pourquoi l'Afrique, c'était la question. Je pense qu'on est à la 4e révolution industrielle. C'est quoi? C'est la mécanisation, la première, l'apparition de l'électricité, puis il y a le transistor, les microprocesseurs, et la 4e, c'est cette informatique qui vient tout peupler avec l'intelligence artificielle. En gros, l'homme sort un peu de la boucle, n'est plus au cœur de la boucle, mais ne fait plus que contrôler. Et alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense qu'on arrive à l'économie, qu'on voit ça. Moi, j'ai eu une expérience dans l'industrie aéronautique. Pour exister, pour que la supply chain africaine existe, il faut absolument qu'ils maîtrisent ces technologies. Sinon, on est sorti de ces supply chains. Et le spatial contient évidemment ces technologies. Bon, le hardware est important, mais tout ce qui est software, tout ce qui est intelligence artificielle, dans les systèmes embarqués, dans les plateformes digitales complexes, sémantisation, supercomputer, etc., et en particulier dans tout ce qui est application, ce digital, il faut maîtriser ce digital pour le spatial, mais c'est ce spatial qui pourra permettre de développer toute l'économie. Et je pense que les grands dirigeants africains ont compris ça.
D'autre part, je parlais de la problématique environnementale qui touche le pays. Et puis on sait très bien que la sécurité, c'est fondamental. Comment faire pour désenclaver les territoires? Sécurité des grandes étendues, des grosses étendues où tout se mélange. Il peut y avoir des rebelles, là, la nature est abîmée, il y a des frontières, il y a des voies de communication super importantes comme le golfe de Guinée. Et le mélange de tout ça pousse. J'ai pas parlé, on a parlé de la santé, hein, où pour pouvoir contrôler la santé au niveau des grands territoires, il n'y a pas 25, c'est du global. Donc il est fondamental également d'avoir des outils spatiaux. Et pour terminer, pourquoi je pense que c'est fondamental, c'est la problématique de la richesse. Les gouvernements doivent augmenter la richesse pour augmenter justement leur capacité de gouvernance. Et que ce soit cacao, minerais, aloe vera, il faut être sûr que toutes ces ressources restent dans les pays, ne soient pas pillées. C'est l'urbanisme, c'est des nouvelles ressources par rapport à du cadastre, etc. Donc le spatial devient clé pour le pays, clé dans une vision de souveraineté, d'autonomie, de partenariat. Alors, pour répondre un petit peu justement aux enjeux évoqués par Olivier Pieps, Yaya Sia, je crois que depuis 2 ans, vous travaillez avec Prométhée, il y a une collaboration qui a été ficelée entre vos 2 entités. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette collaboration et qui est venu chercher l'autre? Une très bonne question. Et donc, SAR Analytique International a été créé en 2019. Et 2019, très rapidement, nous avons été partenaires de l'État de Côte d'Ivoire et également du secteur privé en créant de la valeur, en formant également des ingénieurs de très très haut niveau et au niveau de l'intelligence artificielle. Et donc, par rapport à ça, il s'est montré rapidement qu'il fallait mettre en place, développer le partenariat et accentuer sur nos capacités en termes de recherche et développement, en réduisant également les coûts. Et donc, nous avons pris ce pari de pouvoir accentuer une coopération, déjà la coopération sud-sud et sud-nord. Et en termes de coopération sud-nord, nous avons tout de suite créé une filiale en France, et notamment à Reims, parce qu'il y a le calculateur Rumeo. Nous, on a besoin de machines puissantes, des calculateurs. Et donc, sur ce plan, il fallait développer le partenariat, donc partenariat technologique. Et donc, Prométhée, c'était un hasard que nous nous sommes rencontrés à l'ambassade de France, et donc lors d'un événement. Et suite à cela, DEPA étant fournisseur d'images satellitaires, donc nous sommes en quelque sorte, je dis qu'il y avait une forte complémentarité. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui concerne la data analytique et tout ce qui concerne la détection d'anomalies. Et donc, ayant des images, pour nous, mettre en place un centre d'imagerie était naturel avec ce partenariat. Et je ne voulais pas qu'il y ait un partenariat, surtout sur papier, partenariat. Nous avons fait un gap, un pari, de prendre part au niveau actionnariat d'un Prométhée pour justement accentuer la partie transfert technologique vers l'Afrique, surtout vers la Côte d'Ivoire. Et donc, dans ce cadre-là, nous, avec Prométhée, nous avons mis en place une politique, justement, de pouvoir présenter les solutions gagnant-gagnant à l'État de Côte d'Ivoire et surtout appeler à construire un centre d'imagerie satellitaire à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir accentuer ce partenariat gagnant-gagnant. Justement, en clôture de la table ronde, on verra, mais vous allez accentuer encore plus ce partenariat, et j'aimerais qu'après, on accentue un peu plus aussi cet aspect gagnant-gagnant que vous défendez chèrement. Maram Kéré, pour revenir du coup sur le Sénégal après la Côte d'Ivoire, quelle stratégie vous avez, quel schéma de montée en puissance vous avez défini pour votre agence sur les 5-10 ans à venir? Comment vous voyez l'avenir du spatial au Sénégal? Alors,
aussi, on évoquera dans quelques instants une collaboration que vous avez signé en grande pompe avec Prométhée en début d'année. Mais voilà, quel est un peu le plan de montée en puissance que vous avez pour le spatial sénégalais? Alors, déjà, comment nous voyons cet avenir? Je pense qu'il n'y a pas 10 000 options. En fait, c'est un avenir pour nous qui ne peut qu'être radieux, parce qu'on ne rentre pas dans le spatial, en fait, tout à l'heure on le disait, pour être un spectateur. Nous sommes là pour être des acteurs, et quand on se fixe des ambitions, on essaie de mettre la barre le plus haut possible, et c'est ce que le Sénégal essaie de faire aujourd'hui. Sur notre roadmap, donc la feuille de route pour les 5-10 prochaines années, je le disais tout à l'heure, il y a des priorités qui sont là. Il faut bien structurer en fait le secteur spatial au niveau du Sénégal. Et dès l'année prochaine, donc, nous allons travailler sur le plan stratégique de développement qui a déjà même été entamé. On est avec le cabinet PwC pour définir au moins pour les 15 prochaines années là où l'orientation que nous aurons de façon stratégique par rapport au secteur spatial. Au niveau des infrastructures, il y a pas mal de dossiers qui sont sur la table. La construction du premier AIT, donc le centre d'assemblage, d'intégration et de test de microsatellites, donc qui est prévu pour 2025 également. Renforcer les programmes spatiaux sur lesquels nous sommes avec le lancement du premier satellite qui a été fait au mois d'août dernier. Nous sommes donc sur la première constellation avec Prométhée, et nous espérons que les 2 premiers pourront commencer à voir le jour à partir de 2025. Donc le dossier est en instruction actuellement. Et cette constellation, donc, qui comprendrait entre 7 à 8 satellites au final, devrait être disponible pour 2028. Une première sonde en orbite lunaire, donc ça c'est prévu également pour l'horizon 2030, et nous sommes déjà en train de travailler dessus avec des partenaires. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que tout ce qui est infrastructure au sol puisse être disponible à partir de l'année prochaine. Et dans ce cadre, le Sénégal a peut-être choisi une option qui n'est pas très commune, mais qui est à l'image de ce que Toulouse représente aujourd'hui pour l'Europe. C'est la mise en place d'une Space Valley. Et ça, on est en train de travailler sur ce projet. C'est un projet d'envergure. On considère que notre option n'est pas l'acquisition d'un satellite ou la mise en orbite d'un satellite et de s'enorgueillir. Pour nous, c'est faire en sorte que les générations futures puissent avoir cette ambition pour le spatial, rêver d'espace, pouvoir être formés dans leur propre pays et travailler dans leur propre pays. Et pour ce faire, donc, la construction de cette Space Valley, qui sera une sorte de Silicon Valley d'un côté ou de Toulouse pour l'Europe, va concentrer toute l'activité spatiale du Sénégal. Donc il y aura dans cette zone le siège de l'agence spatiale, les centres de recherche-développement, il y aura les centres d'incubation, les data centers qui seront là-bas. Et le projet avance, donc c'est sur la table actuellement du président de la République. Et nous espérons pouvoir démarrer ce projet également à partir de l'année prochaine. Donc l'industrie, l'innovation et toute la partie recherche du secteur spatial, l'économie que nous espérons générer va être concentrée dans cette zone. Et à partir de là, nous aurons des décentralisations de certains centres. Par exemple, sur le segment recherche, il est prévu l'installation du premier observatoire en astronomie astrophysique au niveau de la région sud-est, donc à Kédougou. On a déjà fait l'acquisition d'un premier télescope donc, qui devrait aller là-bas. Et la question qui concerne la surveillance de l'espace également, c'est au cœur de nos priorités aujourd'hui. Et cette zone de Kédougou, où nous avons les meilleurs reliefs du Sénégal pour installer ces observatoires, est également pressentie pour pouvoir accueillir les premiers dispositifs pour la surveillance de l'espace. Donc nous sommes vraiment très focus, très orientés actuellement infrastructure au sol qui nous permettent de pouvoir pérenniser ce projet spatial. Les programmes spatiaux donc, dont je parlais avec Prométhée et d'autres qui sont en cours. Ce qui a été dit, nous le partageons parfaitement, l'utilisation du spatial par rapport à ces urgences que nous avons pour l'agriculture. Par exemple, il y a 2 programmes qui sont en cours de développement et soutenus par la Banque ouest-africaine de développement. Un, c'est pour l'agriculture, d'autres, c'est pour la gestion de la transhumance. Avec Prométhée, nous irons sur la surveillance maritime, par exemple, qui est une extrême urgence, pas seulement pour la pêche illégale, mais le Sénégal aujourd'hui est rentré dans le club des pays producteurs de pétrole et de gaz. Ces plateformes en haute mer, il faut qu'on puisse arriver à les surveiller. Mais quand vous quittez certaines zones de l'Amérique
latine, vous rentrez vers le continent africain, la porte d'entrée, c'est le Sénégal. C'est le point le plus à l'ouest de tout le continent. Et tout ce qui est trafic, en fait, doit être monitoré, doit être surveillé également. Donc, nous avons cette vocation d'accompagner le gouvernement dans la mise en place de solutions pour la surveillance maritime. C'est une de nos urgences. Voilà, donc les applications, la montée en puissance également des ressources humaines. Tout ce que nous faisons, c'est pour que ce transfert de compétences également puisse se faire. Comme je le disais, l'objectif n'est pas de former des jeunes qui quittent le pays, n'est pas d'envoyer les jeunes se faire former et qui ne rentrent jamais. C'est de mettre en place effectivement tout le dispositif nécessaire pour que les choses se mettent en place. Et sur les 10 prochaines années, nous mettrons l'accent donc sur les infrastructures, les applications, donc produits et services, et au final la formation des ressources humaines. Très bien. Pour rebondir sur ce qui a été dit par Mme Kerr, Olivier Pieps, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement cette collaboration avec l'agence sénégalaise du spatial? Concrètement, comment vous dessinez, vous voyez cette constellation pour ce pays? Est-ce que vous pensez que justement le fait que vous soyez un acteur du New Space a pesé lourd dans la balance au moment où justement l'agence devait choisir son prestataire, entre guillemets, son partenaire industriel? Quels sont les arguments selon vous qui ont pu faire mouche? Alors tout d'abord, la vision sénégalaise qui a été arrêtée au plus haut niveau de l'État est extrêmement cohérente. On parle d'avoir le grand cœur du digital africain à Dakar, dans lequel vient s'intégrer, tu parlais d'une Space City, puisqu'évidemment le spatial, surtout l'observation de la Terre, mais pas seulement, il faut avoir toute la capacité de calcul et de gestion des données. Vous voyez comme c'est important aussi. Tout de suite dans nos discussions, on avait dit les données où évidemment on parle de souveraineté. Ça veut dire que la donnée doit être pilotée, maîtrisée et stockée par des Africains en Afrique. Sinon, quelle souveraineté il y a? Donc nous, on nous a demandé d'entrer on a eu la chance dans ces discussions d'une vision justement que je parle de souveraineté collaborative, c'est-à-dire extrêmement rapidement. On va mettre en place des systèmes extrêmement performants. Je parle aujourd'hui, c'était formidable, ça a fait un bruit quasi planétaire. Ce 1U, ce petit satellite qui est parti, mais qui est un satellite, je dirais, un peu symbolique. Et de là, on va tout de suite partir vers des constellations qui ont des performances que très peu de pays ont aujourd'hui. Donc, dans cette souveraineté, c'est gérer en autonome toutes les grandes problématiques qu'on a parlé. Et nous, ce qu'on apporte, Prométhée, par rapport à ça, c'est la maîtrise du temps. Vous savez que Copernicus, c'est de l'information, c'est un outil extraordinaire, mais ce sont des informations tous les 5 jours. Les satellites patrimoniaux, c'est plutôt de l'ordre de la journée. Et nous, l'objectif, c'est d'aller que les pays africains, très rapidement, peuvent aller à l'heure. Et donc, on fait un saut quantique avec eux. Et le avec eux est important. Je vais passer, c'était Maram, mais on a déjà, avec l'industriel SAAnalytics, des gens qui sont en France. On va partager, on travaille ensemble à Aix, on a des échanges. Nous, on va mettre des gens... En fait, les équipes vont vraiment se mélanger et on va progresser parce que c'est l'idée que on est un écosystème encore en formation en France, le New Space et les constellations de satellites. On est en train de grandir et l'idée, c'est de grandir en parallèle en travaillant ensemble. Et ça donne énormément de confiance parce que c'est un vrai partage. Grandir ensemble, c'est un vrai partage. C'est le partage de connaissances. S'il y a des tiers de confiance pour l'État africain, s'il y a des garanties que la connaissance par le système et comment le travail va passer, eh ben on a, je pense, tous les ingrédients pour y arriver. C'est vrai qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau président, il y a un nouveau Premier ministre qui ont une vision en pleine construction et c'était le bon moment. C'est le travail qui a été fait par un terme d'intégrer, parce qu'il n'y a pas que nous, il l'a bien dit, c'est une vision internationale, le développement spatial d'un pays, mais la partie New Space français et les solutions qu'on apporte, c'est une pierre qui permet d'aller très très vite. On est très inclusif et en apportant cette souveraineté, donc on peut avancer très très vite. Voilà. Philippe Pham, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit par nos deux invités de Côte d'Ivoire et du Sénégal, de ce que vous entendez de leur part, est-ce que c'est la bonne recette de vous qui êtes un peu présent dans toutes les zones géographiques et qui avez accompagné d'autres zones justement dans le développement, est-ce que le chemin pris est le bon et qu'est-ce que Airbus pourra apporter, quelle pourrait être la pierre à leur édifice, comme à l'image de ce que promet Prométhée? Pour moi, il est clair que le spatial est vraiment tiré par les usages. On en a beaucoup parlé, les applications spatiales, d'ailleurs qu'elles soient télécom, navigation ou observation. J'ai oublié de parler de la navigation, mais c'est aussi un enjeu important pour le continent africain
à la suite de ce qui est mis en place aussi au niveau international sur les systèmes de navigation, notamment aérienne, mais pas que. Donc pour moi, il a été beaucoup fait allusion à la formation, à la capacité à faire en autonome, et puis à attirer l'intérêt du spatial au niveau du gouvernement et au niveau des populations par les usages. Les usages sont très clairs aujourd'hui. Observation, télécom, navigation. Sur l'observation, beaucoup de cas d'application, très importants. Et ensuite, ces cas d'application, je dirais, par le downstream, si je peux parler un petit peu anglais, tirent la remontée dans la chaîne de la valeur vers les satellites, vers les instruments, etc. Et donc, j'observe que l'Afrique se déplace sur effectivement des chemins complémentaires aux nôtres. On est sur plutôt des grands systèmes, des systèmes institutionnels. On a aussi développé des systèmes un peu plus petits, plus rapides, à moins cher. Mais il faut que le continent africain trouve sa voie avec ses cas d'usage et ses partenaires et monte en puissance. Moi, je pense que ça prend effectivement un certain temps puisque les challenges sont plus simples à franchir au sol, donc développement d'une infrastructure, formation très importante, capacité à héberger les données, à traiter les données. On a parlé de cloud souverains locaux, on parle de data analytics, etc. Et ensuite remonter. Vous avez parlé d'un centre d'assemblage, intégration et essai, en commençant par des microsats ou des nanosats, puis après en montant en puissance. Je pense que c'est la bonne voie. Apprendre en faisant, apprendre graduellement, et aussi spécifiquement pour l'écosystème africain et les enjeux africains. Donc ça me semble une bonne voie. Nous, on collabore déjà au sens où on complète ces capacités. Si je prends par exemple le cas de l'Angola, avec l'ISAE Supaéro, on a mis au point aussi un master spatial application où un certain nombre de personnes ont suivi ce master et ensuite l'ont utilisé sur le terrain avec l'agence spatiale angolaise à développer des applications avec des données. Là, il se trouvait que c'était des données d'Airbus, de type Pléiades, Spot, etc. Mais pour moi, voilà, ça c'est le chemin. Et l'Angola a déjà un satellite de télécommunication, veut se pourvoir d'un satellite d'observation, etc. Donc c'est vraiment une vraie montée en puissance. Merci beaucoup. Yaya Sylla, on parle beaucoup, enfin vous parlez beaucoup en tout cas depuis le début de la table ronde de relations gagnant-gagnant. C'est un terme qui est revenu beaucoup même dans la préparation de nos échanges. Quel conseil du coup vous donneriez aux industriels français du spatial qui sont intéressés par votre marché émergent? C'est vrai que voilà, il y a cette volonté. Vous voulez apprendre avec vos partenaires industriels, ce qui peut-être n'a pas toujours été le cas dans d'autres secteurs d'activité, etc. Là, il y a vraiment une volonté de partage de connaissances, comme disait Olivier à l'instant. Donc, est-ce que ça, c'est un peu la règle numéro 1, j'ai envie de dire, pour les partenaires industriels français qui aimeraient travailler avec vous? Il y a quelques messages. Tout va vite en Afrique, mais ce qui est perçu différemment de l'extérieur. Et donc, le conseil que moi, je peux donner aux industriels occidentaux, c'est justement un partenariat basé sur le transfert technologique et la formation. Et aussi parce qu'en Afrique également, il y a des coopérations sud-sud. Et d'ailleurs, j'ai eu ce plaisir hier, lors d'un dîner, d'avoir une discussion assez intéressante avec Maran. Et donc, avec la France, on a un partenariat très très fort, Prométhée, Airbus et Thales. Tous les acteurs sont là, mais ces acteurs doivent comprendre que s'impliquer dans le processus de transfert technologique ne ferait que les grandir et surtout consolider leur présence en Afrique, et surtout sur ces types de technologies. Et donc, c'est dans ce cadre-là, SAR Analytics International, nous croyons beaucoup au partenariat. Et on n'a pas hésité d'une seconde à créer un centre de recherche en France qui travaille conjointement avec le centre de recherche en Côte d'Ivoire. Et donc, l'idée, c'est de répondre à des demandes du politique
et au travers cette coopération industrielle et permettant de pouvoir avoir un retour sur investissement et surtout un impact très très fort dans ces nouvelles technologies. Maram Kiré, j'aimerais aussi vous entendre sur cette question de cette relation, ce besoin de relation gagnant-gagnante. Tout à l'heure, vous parlez de formation. Est-ce que justement les acteurs industriels français pourraient aussi vous accompagner sur ce volet formation qui est clé quand on est une nation émergente dans le spatial? Oui, et pas que le volet formation, en fait. Je pense que là où nous en sommes aujourd'hui, on a besoin de tous les partenaires, des meilleurs, en fait, dans chaque segment. Je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que la perception que nous avons de cette collaboration a beaucoup changé depuis les dernières années. Ne serait-ce que sur le titre de ce panel, en fait. C'est un petit détail, mais qui a tout son sens. On parle de l'Afrique comme nouvelle Eldorado. Et quand vous demandez au dictionnaire ce que c'est qu'Eldorado, en fait, ils vont vous dire que c'est un endroit mythique où il y a énormément d'or et ainsi de suite. Et quand vous présentez ça au continent africain, vous avez des jeunes qui sont très ambitieux, qui sont formés, qui ont besoin d'être challengés. Vous présentez leur continent comme étant un Eldorado, un endroit où il y a beaucoup d'or et que les partenaires viennent se ruer sur cet or. Ça nous rappelle en fait cette image du western où les gens viennent prendre toutes les ressources et repartir. Et c'est pas ce que l'Afrique attend. Je vous rassure, c'est pas du tout l'image qu'on voulait donner. Et c'est ça en fait, la subtilité des mots. Note de la remarque. La subtilité des mots et comment après c'est interprété de l'autre côté. Donc aujourd'hui, ce que nous souhaitons voir dans le cadre de cette collaboration, c'est oui, le continent africain a un potentiel immense. Nous allons grandir ensemble, nous allons travailler main dans la main et que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais bien entendu, quand on laisse à chacun l'interprétation des termes, il y aura toujours quelqu'un qui va aller taper sur Google qu'est-ce que ça veut dire Eldorado. Il va se dire, OK, donc c'est une ruée vers l'or. La réalité, c'est quoi aujourd'hui? Olivier a parlé des 4 révolutions. Nous allons résumer ça autrement. Il y a une révolution industrielle et l'Afrique n'a pas été présente à la table de cette révolution industrielle. Il y a eu la révolution de l'électronique. Et aujourd'hui, énormément de ressources du sous-sol africain permettent en fait de fabriquer ces composants qui sont aujourd'hui dans vos smartphones, dans vos téléviseurs, dans vos micros et ainsi de suite. La révolution du numérique est actuellement en marche. Et on a un taux de pénétration incroyablement élevé aujourd'hui du smartphone, par exemple, en Afrique, de façon générale. Que ce soit l'éleveur, que ce soit le cultivateur, dans les coins les plus relevés, dans les coins les plus éloignés, ils ont tous un smartphone entre les mains. Donc c'est un potentiel immense pour nous d'introduire des solutions, des plateformes qui puissent changer le quotidien de ces personnes. Donc on est en train de suivre cette révolution du numérique avec beaucoup d'attention, on est même dedans. Et la 4e pour moi, en fait, c'est le spatial. Ce train est en train de siffler et l'Afrique n'a pas vocation à rester à marge de cette révolution. On veut être des acteurs. Plus de 40 satellites ont été lancés ces 20 dernières années. On parle d'une économie qui devrait, sur le continent, être autour de 25 milliards de dollars d'ici 2025-2026. C'est un potentiel immense. Mais la subtilité, c'est comment nous allons présenter les choses, c'est comment nous allons introduire cette collaboration. Si nous arrivons à faire comprendre aujourd'hui aux Africains que pour les générations futures, le spatial sera au cœur de notre développement, c'est l'ADN même de notre développement, et que les partenaires sont là pour accompagner ce développement, mais pas pour faire des one-shots, je pense qu'on pourra gagner quelque chose. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment, avec beaucoup de subtilité, choisir comment nous présentons cette collaboration. Il faut que ce soit du gagnant-gagnant. L'Afrique est prête pour cette révolution du spatial. L'Afrique a l'ambition d'être actrice et l'Afrique a envie de collaborer avec les meilleurs partenaires. Donc quand tous les voyants, les planètes s'alignent, il faut juste qu'on soit très cohérent dans comment nous allons présenter les choses pour qu'on ait l'appropriation des populations. Si nous le faisons, le combat est gagné. Je vais laisser Olivier Pieps réagir et je donnerai le mot de la fin à Philippe Pham. Sur l'Eldorado, je pense qu'il faut se rappeler que la population africaine est digital native, comme on dit. Hein, donc en effet, je crois qu'on m'a même dit qu'il y a 1,8 portables par Afrique. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un, il y en a quasi 2. Hein, et je pense que
c'est un Eldorado. L'Afrique est un Eldorado parce qu'on sera capable de développer en Afrique des formidables solutions pour tous les défis africains. On en a parlé beaucoup. Mais que les solutions qui vont être développées très rapidement, c'est des solutions qui seront développées, c'est la vision de Prométhée, pour le monde entier. Donc c'est un Eldorado parce qu'on va trouver des cerveaux, des gens qui ont passé cette 4e révolution, qui ont peut-être raté les premières, mais qui sont vraiment au rendez-vous pour la 4e, et qui vont pouvoir, ce sera un Eldorado intellectuel. C'est-à-dire que je pense que dans un futur proche, on sera en mesure d'amener au monde des solutions développées par des ingénieurs africains. C'est ça l'Eldorado. Voilà. C'est l'or africain, c'est cette population digital native. Mais en tout cas, j'entends la remarque de Maram Kéré, mais qu'il soit rassuré, c'était dans le bon sens du terme qu'on parlait d'Eldorado, plus la définition d'Olivier que celle du dictionnaire. Je vous donne la responsabilité je vous confie la responsabilité du mot de la fin, Philippe Pham, sur voilà, justement ce besoin des nations africaines du spatial d'avoir des nouvelles formes de relations. Est-ce que justement chez Airbus, ça peut provoquer une nouvelle approche logicielle en termes de commerce voilà, pour travailler avec ces nouveaux acteurs? Est-ce que ça change un peu votre approche de ces marchés, contrairement à ce que vous avez pu faire sur d'autres zones géographiques, ou pas du tout? Enfin, comment vous voyez ce besoin, cette demande de rapport gagnant-gagnant? Notre objectif, c'est de nous adapter à nos partenaires, à nos clients, à l'écosystème, et de suivre du mieux qu'on peut ce qu'on doit faire pour accompagner. Pour moi, encore une fois, le spatial sur le continent africain est tiré par les usages. C'est les usages qui montreront aussi à la fois à la population et qui tireront le support gouvernemental et le support institutionnel. Aujourd'hui, le spatial est quand même grandement l'objet de support institutionnel pour faire émerger les solutions et pour faire faire grandir les initiatives. Olivier parle de solutions, ça démarre par les solutions justement, c'est-à-dire les usages, et c'est ensuite que ça tire l'ensemble de ce qui fait que chaque pays sera capable de livrer des capacités d'infrastructures, des solutions nouvelles à sa population. Donc aujourd'hui, le challenge, je pense, reste grand. Il ne faut pas sous-estimer les difficultés technologiques, les difficultés de développement et de déploiement des solutions. Et effectivement, l'ensemble de l'écosystème, au sens large, doit participer à cet élan et faire en sorte d'en être le partenaire, le membre constituant, et accompagner tous les acteurs. Merci Philippe Pham, merci à tous les 4. On peut les applaudir. Yaya Silla et Olivier Piège, je vous invite à rester avec moi. Philippe Pham et Maram Kéré, vous pouvez regagner vos places dans l'Assemblée. Pour conclure cette table ronde, si on peut le dire ainsi, et avant de déjeuner, on va passer une petite... alors, ne cassez pas le matériel, s'il vous plaît, parce que ça coûte moins cher qu'un satellite, mais quand même, ça... C'est les usages. C'est les usages, voilà. Alors, ce que je disais, pour donner un peu de corps à la table ronde qui vient de s'achever, on va procéder à la signature d'une collaboration industrielle d'une nouvelle collaboration industrielle entre Prométhée et sa International Analytics sur, je vous donnerai le micro pour dire quelques mots, mais en gros, la signature d'une charte devant mener à une nouvelle constellation de satellites pour la Côte d'Ivoire, une constellation souveraine. Vous pouvez prendre le micro pour un petit mot rapide avant qu'on libère pour le déjeuner. Et après, on procédera à la signature. Il est où le photographe? Ah, parfait, monsieur Rémi Benoît. Oui. C'est pour moi la suite du panel qui vient de se terminer. Et donc, cette suite se concrétise effectivement par la signature entre Sun Analytics International et Prométhée pour lancer, en quelque sorte, formaliser le départ de la constellation ivoirienne et donc apporter des solutions relatives permettant de répondre à plusieurs problématiques. 1. La formation. 2. Le travail collaboratif en termes d'ingénierie pour que la technologie soit
tant en Europe qu'en Afrique, surtout en Afrique, parce que nous, on en a besoin. Et quatrièmement, pour justement mettre en place le centre d'imagerie satellitaire permettant justement d'apporter ces éléments de réponse exprimés par l'État au travers de son plan de développement 2024-2030. Merci beaucoup, Président Sylla. Non, c'est un moment important. Et alors, on était dans les négociations, on était très proche de la date du Space Forum. Évidemment, Toulouse est très important pour nous. On a tout le segment spatial de Prométhée développé à Toulouse. Donc, on est très heureux d'avoir des hautes personnalités toulousaines à nos côtés pour cette signature. Surtout qu'il va y aura beaucoup d'échanges aussi avec Toulouse, avec les équipes d'Abidjan. L'idée est simple. Donc, comme on vous l'a dit, Protométhée, un bout de Protométhée, notre premier satellite qui vole pour le moment donc à 525 km d'altitude et 27 000 km/h, est en partie ivoirien. On a eu les premières pages des journaux ivoiriens le jour de la victoire de la CAN, puisqu'on c'était devenu un gris-gris. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui disent que s'ils ont gagné, c'est un peu grâce au satellite Protométhée qui avait été intégré par SA Analytics. C'est bien, mais maintenant on passe à la phase 2. Donc il y a une volonté de mettre une constellation à très haute visite dans le pays, donc aller très très vite, passer de quasi rien à tout de suite un système extrêmement performant. C'est la première étape et c'est intéressant de voir que c'est deux industriels qui le font. Je pense qu'il y a une agence spatiale en formation, mais on n'attend pas, on y va évidemment sous le regard des autorités du pays, mais on signe un accord, donc un contrat pour lancer les premières étapes de ce grand programme de constellation de satellites. Et on est très heureux de le faire en votre présence. Un petit mot de la part de la région Occitanie, par Jalil Benabila, vice-président économie de la région, ou Thierry Cotel, monsieur spatial de la région. On peut faire à deux. Je vais le faire en tant que président de Nereus, et peut-être que après derrière Jalil le fera comme VP à l'économie. Pourquoi Nereus? Parce que Nereus c'est l'association en fait des régions européennes qui utilisent en fait les applications spatiales. Et moi je voulais rebondir un peu sur la table ronde de tout à l'heure qui a été sur lequel vous avez discuté, notamment sur la volonté politique d'un certain nombre d'États africains et de travailler sur le spatial. Et comme le disait M. Pham, c'est par les applications aussi que les choses en fait, se développent d'une manière assez importante. Que la démocratisation finalement du secteur spatial arrive d'une manière très très importante. D'abord parce qu'économiquement c'est beaucoup plus abordable qu'à une certaine époque. Et ensuite l'intelligence artificielle, les centres de calcul nous permettent justement d'avoir des applications spatiales pour au service des politiques publiques. Et je ne peux que louer finalement cette volonté politique que vous avez soulignée d'un certain nombre d'États africains d'aller vers le spatial, alors qu'on pensait que le spatial était réservé historiquement à un certain nombre donc, de régions ou de pays. Et je trouve que l'Afrique nous donne une bonne leçon, nous en Europe, parce qu'il y a encore beaucoup trop de régions européennes qui ne sont pas encore convaincues, ne serait-ce politiquement, de l'intérêt de développer les applications spatiales et donc de rentrer dans un secteur sur lequel historiquement elles n'étaient pas auparavant. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Thierry Cotel. Un petit mot, Jalil, peut-être? Oui, juste le plaisir d'être là et de participer à cette signature au sein de ce forum qui est parrainé par la région Occitanie, dire l'importance de l'international en général pour la région Occitanie à travers notamment notre présence par des maisons de la région dans différents continents et en particulier le continent africain. Nous avons une maison de la région à Casablanca et la dernière mission de la présidente Carole Delga au Maroc est passée aussi par une visite au Sénégal, donc pas en Côte d'Ivoire mais au Sénégal. Et j'ai été aussi très, très attentif à ce qui a été dit lors de la table ronde sur l'importance que l'Afrique se dote de moyens importants dans le domaine du spatial et que le spatial n'est plus réservé à une élite. Le New Space nous a appris que la barrière à l'entrée n'est plus réservée à certains pays, on va dire, industriels ou riches. Aujourd'hui, beaucoup de pays, on est passé de 30 pays qui avaient un développement spatial à plus de 130, 140 pays aujourd'hui. L'Afrique a sa place et j'étais très
attentifs à ce qui a été dit sur le fait qu'il faut expliquer à la population le fait que ce n'est pas juste de l'argent jeté à la fenêtre et que ce n'est pas un luxe. Alors, nous avons aussi ce travail à faire ici. Elle est jetée dans les étoiles. On est absolument, presque pareil. Mais si je fais le parallèle avec l'Occitanie, qui est le cœur du spatial, le cœur battant du spatial, on doit aussi expliquer sur l'engagement de la région Occitanie, le développement de la feuille de route spatiale, tous les événements que nous voulons faire avec le grand salon international en 2026. C'est aussi important pour que la région reste leader dans ce domaine. Elle l'est aujourd'hui, elle doit garder ce leadership, notamment parce qu'elle est challengée par beaucoup de pays à l'international grâce ou à cause du New Space qui a ouvert les portes à beaucoup de monde. Donc les enjeux sont très importants, en tout cas ravis pour continuer ce renforcement avec le continent africain dans cette relation. Merci. Merci à tous les quatre. Alors, restez, on va faire peut-être une petite photo, monsieur le photographe, propre avec les contrats signés, debout peut-être. Déjà signé, après on fera la photo officielle. La signature est reportée pour incident technique. Monsieur Piep, c'est monsieur de Messmaker dans Gaston. On ne peut jamais signer les contrats. Faites attention à ne pas signer plusieurs fois la même page quand même. Hein. Est-ce que vous pouvez faire une photo où vous tenez les contrats signés pour les photographes? Une photo un peu protocolaire, hein, si on peut dire les choses ainsi. Et on peut les applaudir, bien sûr, oui. Quelqu'un dans le public a dit avec le montant. Non, c'est secret ça. Secret industriel. Est-ce qu'on peut avoir le montant de la facture? C'est ça. Merci encore, bravo à nos invités, on peut les applaudir. Merci beaucoup.